Du sang coulait des poignets de Sophie Dubois, une adolescente noire de 17 ans, tandis que des agents de sécurité la traînaient brutalement à travers le terminal de l'aéroport, sous les regards choqués et les téléphones brandis par des dizaines de passagers. Les menottes, serrées à outrance, entaillaient sa peau, et chaque pas résonnait comme une condamnation publique. Pourtant, Sophie, une étudiante brillante en route pour un entretien à l'école polytechnique, gardait une dignité glaciale face à la violence et aux insultes racistes proférées par l'hôtesse de l'air principal, Camille Lefebvre, captée par les vidéos des spectateurs. Cette expulsion injuste du vol 1824 d'Étoile Airlines semblait n'être qu'un énième cas de discrimination, jusqu'à ce que Sophie, les mains tremblantes mais la voix ferme, obtienne enfin son droit à un appel téléphonique. « Je dois parler à mon père, Antoine Dubois, PDG d'Étoile Airlines », déclara-t-elle calmement, faisant naître un silence stupéfait parmi les agents. La vérité allait-elle enfin éclater, ou des forces puissantes parviendraient-elles à étouffer l'injustice? Avant de plonger dans cette histoire bouleversante, dites-nous d'où vous nous regardez. Si vous croyez en la lutte contre l'injustice et le racisme, cliquez sur « J'aime » et laissez un commentaire avec le mot « Justice » pour soutenir les récits qui exposent la vérité. Sophie Dubois n'était pas une adolescente ordinaire. À 17 ans, elle brillait par son intelligence et sa détermination. Avec des notes parfaites et un score impeccable au test d'admission, elle avait décroché un entretien à l'école polytechnique, l'une des institutions les plus prestigieuses pour l'ingénierie aérospatiale. Mais ce n'était pas seulement son excellence académique qui la distinguait. Fille d'Antoine Dubois, le discret mais influent PDG d'Étoile Airlines, Sophie aurait pu tout obtenir sans effort. Pourtant, son père l'avait élevée avec une philosophie stricte. Le succès sans respect n'a aucune valeur. Antoine, un homme qui évitait les projecteurs, utilisait un nom de famille différent dans ses affaires pour éviter tout soupçon de favoritisme. Sophie avait grandi en comprenant que ses réussites devaient être le fruit de son propre travail et non de son lien familial. À l'Académie Saint-Éloi, son lycée privé majoritairement blanc, elle affrontait quotidiennement des micro-agressions qui forgeaient sa patience et son sang-froid. Les regards surpris des professeurs lorsqu'elle surpassait leurs attentes, les commentaires déplacés de camarades sur ses cheveux naturels, ou encore la confusion constante avec l'autre élève noir de sa classe. Ces petites indignités l'avaient endurcie pour un monde qui ne voyait souvent que sa couleur de peau. Avant son voyage pour l'entretien, Antoine l'avait mise en garde. « Le monde ne verra pas toujours ton génie en premier, Sophie. Ils verront ta peau. Reste fidèle à toi-même, surtout quand les autres l'oublient. » Elle avait acquiescé, pensant comprendre, mais rien n'aurait pu la préparer à l'épreuve qui l'attendait à l'aéroport international de Bordeaux. Dès son arrivée au comptoir d'enregistrement, les ennuis commencèrent. Alors que les passagers blancs passaient sans encombre, l'agent, une femme au regard suspicieux nommée Claire Martin, scruta son passeport pendant près de 10 minutes, comparant son visage à la photo avec une méfiance évidente. « Y a-t-il un problème ?» demanda Sophie, poliment mais fermement. « Je fais juste mon travail », répondit Claire avec froideur, imprimant enfin son billet avec une réticence visible. Sophie remarqua que les autres agents traitaient les passagers avec des sourires efficaces, une courtoisie qu'on ne lui accordait pas. En prenant son billet, elle se dirigea vers la sécurité, déjà consciente que son emploi du temps méticuleusement planifié risquait d'être bouleversé. À la sécurité, l'attention indésirable redoubla. « Contrôle aléatoire », annonça bruyamment un agent de la TSA, Pierre Lambert, en la tirant de la file sous les regards curieux. Ses bagages furent fouillés minutieusement, chaque objet déballé avec une lenteur exaspérante. Une agente, sans ménagement, palpa ses cheveux naturels sous prétexte de protocole de sécurité, ignorant son inconfort. Debout dans le scanner, les bras écartés, Sophie maintenait son calme, se rappelant les conseils de son père. Choisir ses batailles avec sagesse. Une fois autorisée à passer,
Elle vérifia son billet et remarqua un détail troublant. Une petite marque rouge dans un coin, qui n'était pas là auparavant. Ayant grandi en observant les affaires de son père, elle savait reconnaître les schémas. Ce n'était pas un hasard. Quelqu'un l'avait marqué pour un traitement spécial, dressant des obstacles à chaque étape. Son cœur s'accéléra lorsqu'elle comprit qu'elle était ciblée, non pas pour ses actions, mais pour sa couleur de peau. Le processus d'embarquement pour le vol 1824 d'Étoile Airlines fut tout aussi discriminatoire. Malgré son billet en première classe, Sophie fut arrêtée pour un autre contrôle aléatoire à la porte d'embarquement. L'agent, un homme corpulent nommé Julien Moreau, fouilla son sac avec une brutalité inutile, dérangeant ses notes soigneusement organisées pour l'entretien à Polytechnique. Lorsqu'elle put enfin monter à bord, elle se dirigea vers son siège, 3A, en première classe près du hublot. À peine installée, une agitation attira son attention. Un homme blanc d'une cinquantaine d'années, plus tard identifié comme Charles Vargas, cadre chez Ciel Azur, une compagnie concurrente, se disputait avec un autre passager à quelques rangées. L'hôtesse Camille Lefebvre, blonde impeccablement coiffée, avec un sourire artificiel, intervint rapidement. « Monsieur, montrez-moi votre billet, je vais régler ça », dit-elle avec une douceur mielleuse. Vargas brandit son billet avec arrogance. « J'ai payé pour la première classe, et c'est ce que j'exige. » Lança-t-il assez fort pour que tout le monde l'entende. Camille hocha la tête avec sympathie. « Bien sûr, monsieur Vargas, vous êtes en 3A. Par ici. » Sophie sentit son estomac se nouer lorsque Camille guida Vargas directement vers son siège. Rassemblant son courage, elle se leva. « Excusez-moi, je crois qu'il y a une erreur. Le siège 3A est le mien, » dit-elle poliment, en présentant son billet. Camille jeta à peine un coup d'œil au document avant de la rejeter. « Il doit y avoir une erreur avec votre billet. Celui de M. Vargas indique clairement ce siège. » Le sourire chaleureux offert à Vargas devint glacial lorsqu'elle s'adressa à Sophie. « Mais mon billet indique la même place, » insista Sophie, gardant son calme malgré l'injustice. Plusieurs passagers commencèrent à filmer l'échange. Sentant la tension monter, la voix de Camille se durcit. « Mademoiselle, cessez de causer des problèmes et de retarder notre départ. Il y a plein de sièges en classe économique. » Sophie, forte des connaissances apprises auprès de son père, cita calmement la politique de la compagnie. Selon les règles d'Étoile Airlines, en cas de conflit de siège, les 2 billets doivent être vérifiés avec le manifeste des passagers. Les yeux de Camille se plissèrent, visiblement irritée d'être défiée. « Je vais appeler mon superviseur », cracha-t-elle, saisissant le téléphone de la cabine. Quelques instants plus tard, Marc Dupont, le chef de cabine, arriva. Grand et imposant, il ne prit même pas la peine de vérifier le billet de Sophie avant de soutenir Camille. « Mademoiselle, nous devons faire décoller cet avion. Nous pouvons vous offrir un siège au milieu en économique, ou vous prenez le vol de demain. » L'injustice était écrasante, mais l'entretien à Polytechnique ne pouvait être reporté. Ravalant son humiliation, Sophie acquiesça en silence. Alors qu'elle rassemblait ses affaires, elle entendit distinctement Camille murmurer à une collègue. « Je ne veux pas de son genre ici. La première classe a des standards. » Ces mots, chargés de racisme, la transpercèrent comme une lame. Ce n'était pas une question de billet ou de siège, c'était à cause de sa couleur de peau. L'installation en classe économique fut une véritable relégation. Coincée dans un siège du milieu entre 2 passagers qui l'ignoraient, Sophie voyait Vargas savourer le service de première classe qui aurait dû être le sien, un sourire satisfait aux lèvres, comme s'il se moquait d'elle. Camille passait régulièrement dans l'allée, lançant des regards méprisants à Sophie. Lors d'un passage, Sophie surprit une conversation entre Camille et une autre hôtesse. Il faut la surveiller. Ces gens-là deviennent agressifs quand ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent. Le racisme décontracté, drapé dans une fausse sollicitude professionnelle, lui donna la chair de poule. Pour se concentrer, Sophie sortit son ordinateur portable et tenta de réviser sa présentation pour Polytechnique, malgré l'espace exigu.
Mais l'humiliation ne s'arrêta pas là. Lors du service de boisson, l'hôtesse servit les 2 passagers à côté d'elle, mais ignora Sophie. Lorsqu'elle demanda poliment un verre d'eau, l'hôtesse répondit sèchement « Je reviens », sans jamais tenir parole. 1 heure après le décollage, l'avion traversa des turbulences inattendues. Un soubresaut fit glisser l'ordinateur de Sophie de sa tablette, tombant bruyamment dans l'allée. Avant qu'elle ne puisse se détacher pour le récupérer, Camille surgit, ramassant l'appareil avec une rapidité suspecte, comme si elle guettait l'occasion. « À qui est-ce » demanda-t-elle bruyamment, brandissant l'ordinateur. Sophie leva la main. « C'est le mien. Il est tombé à cause des turbulences. » Camille plissa les yeux, examinant l'appareil. « C'est un modèle très cher. D'où le sortez-vous » La question, lourde d'insinuation, fit taire les passagers autour. « Il est à moi » répéta Sophie fermement. « Je l'utilise pour mes projets d'ingénierie. » Camille se tourna alors vers un passager blanc assis devant. « Monsieur, avez-vous peut-être égaré votre ordinateur » L'homme, un quadragénaire nommé Paul Renaud, sembla perplexe, mais, notant l'expression insistante de Camille, hocha la tête hésitante. « Oui, j'avais sorti le mien plus tôt. » Sophie protesta immédiatement. « C'est impossible. C'est mon ordinateur. Mon nom est de même sur l'écran de verrouillage. » Camille alluma l'appareil, révélant un brouillon de la candidature de Sophie à Polytechnique, mais secoua la tête. « Ça ne prouve rien. Vous auriez pu le voler dans le sac de quelqu'un. » Sophie sortit sa carte d'étudiante. « Regardez, mon nom est sur ma carte et sur le compte de l'ordinateur. » Mais Camille avait déjà décidé. « Mademoiselle, le vol est une accusation grave. Nous prenons la sécurité très au sérieux. » Les passagers voisins s'éloignèrent de Sophie, comme si sa prétendue criminalité était contagieuse. Paul Renaud, mal à l'aise face à l'escalade, resta silencieux. L'interphone grésilla soudain. « Mesdames et messieurs, ici votre commandant. En raison d'une situation de sécurité à bord, nous allons effectuer un atterrissage imprévu à Lyon. Veuillez rester assis et boucler vos ceintures. » Des murmures parcoururent de la cabine, les regards se tournant vers Sophie, la jugeant déjà coupable. Elle comprit alors pleinement ce que son père avait tenté de lui faire comprendre. Ce n'était pas une question de laptop ou de siège. C'était une attaque contre son droit même d'exister dans des espaces où certains estimaient qu'elle n'avait pas sa place. À l'atterrissage à l'aéroport de Lyon, une tension oppressante envahit la cabine. Par le hublot, Sophie vit 3 véhicules de sécurité aux gyrophares clignotants stationnés sur le tarmac. Des officiers armés approchaient de l'avion avec une urgence alarmante. Sa gorge se serra. Ce déploiement de force n'était pas pour un simple malentendu. C'était une réponse réservée aux criminels dangereux. Le commandant parla à nouveau. « Veuillez rester assis pendant que le personnel de sécurité monte à bord. C'est la procédure standard. » Mais il n'y avait rien de standard dans l'arrivée de 4 officiers lourdement armés, menés par Camille et Marc, qui se dirigèrent droit vers la rangée de Sophie. « C'est elle », déclara Camille en pointant un doigt accusateur, comme si elle désignait une fugitive. « Levez-vous lentement et gardez vos mains visibles », ordonna l'officier principal, sa main sur son holster. Sophie obéit avec une dignité silencieuse, malgré la terreur qui la traversait. « Que se passe-t-il? Je n'ai rien fait de mal, » dit-elle, sa voix stable. Marc intervint avec un discours préparé. Cette passagère a fait preuve d'un comportement agressif, a refusé de suivre les instructions de l'équipage et est soupçonnée de vol. Elle a perturbé le vol et représente un risque pour la sécurité. Chaque mensonge était comme un coup physique. Sophie ouvrit la bouche pour se défendre, mais fut interrompue. « Vous expliquerez tout au bureau de sécurité », aboya l'officier, saisissant son bras avec force. « Je coopère. »
déclara Sophie clairement pour les téléphones qui filmaient. Inutile de me retenir physiquement. Ces mots furent ignorés. L'officier lui tordit les bras derrière le dos, appliquant les menottes avec une brutalité inutile. Le métal s'enfonça dans ses poignets, faisant perler le sang. « Les menottes sont trop serrées », gémit-elle, sentant le sang couler sur ses doigts. « Arrêtez de résister », avertit l'officier, resserrant encore davantage. Une passagère âgée protesta. « C'est excessif !» Un père de famille, tenant son fils de 6 ans qui pleurait, cria « C'est une enfant, laissez-la !» Mais leurs objections furent balayées par Camille, qui continuait son récit. « Elle a été hostile depuis l'embarquement. Nous craignons pour la sécurité des passagers. » Le pire moment vint lorsqu'un passager, un homme d'âge mûr aux lunettes épaisses, murmura assez fort pour que Sophie l'entende. « Ces gens-là ne savent pas se tenir dans des endroits civilisés. » Ces mots, empreints de mépris raciste, amplifièrent son humiliation alors qu'elle était traînée, menottée, à travers l'allée étroite. La marche à travers le terminal fut un calvaire. Les voyageurs s'arrêtaient pour fixer la jeune fille noire en détention, faisant des suppositions hâtives sur son caractère. Une femme, tenant son sac à main contre elle, lança « C'est toujours les mêmes qui causent des ennuis. » Un adolescent ricana, prenant une photo pour la poster en ligne avec un commentaire moqueur. Chaque pas était une épreuve, mais Sophie gardait la tête haute, refusant de leur donner la satisfaction de l'avoir brisée. « Je dois passer un appel », demanda-t-elle calmement. « J'ai des droits. Je suis mineure et voyage seule. Je dois contacter mon parent. » Un officier, un homme trapu nommé Louis Garnier, ricana. « Les criminels n'ont pas de droits. Tu appelleras ton papa depuis la cellule. » Ces mots cruels la frappèrent de plein fouet. Il ne la voyait pas comme une adolescente, ni même comme une personne méritant un minimum de respect. Il voyait une menace à neutraliser, un stéréotype à punir. Alors qu'ils approchaient de la zone de détention, Sophie aperçut son reflet dans une vitre. Du sang tachait la manche de sa tenue, soigneusement choisie pour son entretien. Des larmes menaçaient, mais elle les retint, se souvenant des paroles de son père. « Souviens-toi de qui tu es, surtout quand les autres l'oublient. » Elle redressa les épaules. Il pouvait contrôler sa liberté pour l'instant, mais il ne prendrait ni sa dignité, ni sa vérité. La salle de détention de l'aéroport de Lyon ressemblait à une cellule d'interrogatoire de série policière. Murs blancs, table métallique vissée au sol, chaise inconfortable face à un miroir sans teint. Sophie fut poussée à l'intérieur avec une force qui la fit trébucher, déséquilibrée par les menottes. La porte claqua derrière elle, la laissant seule avec la douleur lancinante de ses poignets et l'angoisse croissante de manquer son entretien à Polytechnique. Après 10 minutes d'isolement, la porte s'ouvrit à nouveau. Bernard Roche, chef de la sécurité, un homme massif aux cheveux gris coupés courts et aux yeux froids, entra. Il la dévisagea comme si elle était un spécimen criminel. « Asseyez-vous » aboya-t-il, jetant un dossier sur la table avec un geste théâtral. Sophie s'assit, grimaçant lorsque le mouvement raviva la douleur de ses poignets. « J'ai besoin de soins médicaux. Mes poignets saignent » dit-elle calmement. Roche ignora sa demande, ouvrant le dossier avec une importance exagérée. « Belle performance là-haut » dit-il avec un rictus. « Vol, intimidation, comportement perturbateur, refus d'obéir à l'équipage. C'est suffisant pour vous mettre sur la liste d'interdiction de vol à vie, sans parler des charges criminelles. » Sophie répondit avec sang-froid. « Rien de tout cela n'est vrai. J'avais un billet valide en première classe, attribué à quelqu'un d'autre. Mon ordinateur est tombé pendant les turbulences et a été faussement signalé comme volé. Tout le reste est fabriqué. » Roche éclata d'un rire sans joie. « Ce n'est pas ce que disent l'équipage et les témoins. Nous avons plusieurs déclarations confirmant que vous étiez belliqueuse. » Il poussa un formulaire vers elle. « Signez cette confession, et on pourra peut-être réduire les charges, vu que vous êtes mineure. »
Sophie ne jeta même pas un coup d'œil au papier. « Je ne signerai rien qui soit faux, et je ne me laisserai pas intimider. J'ai besoin de soins et de contacter mon père. » Le sang avait maintenant trempé la manche de son blazer, goûtant sur la table. Roche jeta un bref regard au sang, puis détourna les yeux, indifférent. À ce moment, une jeune officière entra, portant une trousse de premiers soins. Son badge indiquait « Élise Moreau ». « Monsieur, le protocole exige des soins pour tout détenu blessé », dit-elle doucement. Roche la foudroya du regard, mais acquiesça. « Faites vite, Moreau. Nous avons un rapport à rédiger. » Pendant qu'Élise retirait délicatement les menottes et nettoyait les plaies de Sophie, leurs regards se croisèrent. Une lueur dans les yeux d'Élise suggérait qu'elle n'était pas totalement à l'aise avec la situation. Pendant ce temps, Roche fouillait les affaires de Sophie étalées sur la table, ses notes pour l'entretien, son ordinateur avec ses projets d'ingénierie, son téléphone, tout examiné avec suspicion. Lorsqu'il trouva sa lettre d'acceptation à Polytechnique, il s'arrêta, visiblement surpris. « Entretien pour une bourse en ingénierie? Ça doit être un faux, marmonna-t-il, bien que le doute perçât dans sa voix. « C'est authentique, répondit Sophie. J'étais en route pour un entretien à l'école Polytechnique. Je dois les contacter pour ce retard. Élise leva les yeux. « Monsieur, cela ressemble à une lettre officielle. » Roche arracha la lettre. « Ça ne change rien. Nous avons des déclarations de témoins sur son comportement. » Élise pinça les lèvres. « Avons-nous examiné les images de vidéosurveillance de l'avion? Cela clarifierait les faits. » Roche lui lança un regard menaçant. « Ce n'est pas nécessaire. Les témoignages de l'équipage suffisent. » Se tournant vers Sophie, il poursuivit avec une hostilité renouvelée. « Vous avez droit à un appel. Faites vite. » En lui glissant son téléphone, il échangea un regard avec Élise, semblant dire « Que peut bien faire une adolescente avec un appel? » Sophie prit le téléphone, les mains tremblantes mais déterminées. Elle n'avait jamais voulu utiliser l'influence de son père, préférant toujours prouver sa valeur par elle-même. Mais face à cette injustice écrasante, elle n'avait plus le choix. Elle composa le numéro d'Antoine Dubois, son père, prêt à déclencher une tempête qu'aucun d'eux n'oublierait. Le bourdonnement des pales d'hélicoptères déchira l'air au-dessus de l'aéroport de Lyon, annonçant l'arrivée d'Antoine Dubois, PDG d'Étoile Airlines, comme une tempête imminente. Dans la salle de détention, le chef de la sécurité, Bernard Roche, blêmit lorsque Sophie posa son téléphone sur la table, mettant le haut-parleur. « Ici Antoine Dubois, PDG d'Étoile Airlines. À qui ai-je l'honneur? » La voix d'Antoine, calme mais d'une autorité écrasante, emplit la pièce, faisant vaciller l'arrogance de Roche. « Bernard Roche, chef de la sécurité, monsieur. » balbutia-t-il, ajustant nerveusement son uniforme. « Monsieur Roche, on m'informe que vous avez détenu ma fille sans motif, refusé de lui prodiguer des soins médicaux et tenté de la contraindre à une fausse confession. Est-ce exact? » Chaque mot d'Antoine était un couperet, et le silence qui suivit fut assourdissant. Sophie, les poignets bandés mais toujours douloureux, observait l'effondrement progressif de l'homme qu'il avait traité comme une criminelle. Mais ce n'était que le début. La vérité, comme une lame aiguisée, allait couper à travers les mensonges soigneusement tissés par ceux qui avaient orchestré son humiliation. Pourtant, derrière cette première victoire, une conspiration plus vaste se dessinait, menée par des forces prêtes à tout pour protéger leurs intérêts. L'injustice subie par Sophie n'était pas un incident isolé. C'était une attaque calculée, et la rage qu'elle suscitait ne faisait que croître. Antoine ne perdit pas de temps. « J'ai accédé aux images de vidéosurveillance de l'aéroport et de l'avion en temps réel, » annonça-t-il, sa voix tranchante comme l'acier. « Je reçois également des mises à jour des vidéos publiées par les passagers sur les réseaux sociaux. Dois-je décrire ce que je vois, ou préférez-vous corriger votre version des faits? » Roche, maintenant en sueur, tenta de bafouiller une excuse. « Monsieur, il y a eu un malentendu. Nous suivions les rapports de l'équipage. »
Mais Antoine le coupa net. J'ai activé le protocole exécutif 7 sur tout le réseau d'Étoile Airlines. Tous les employés impliqués dans cet incident sont suspendus de leur système d'accès, en attente d'une enquête approfondie. J'ai également contacté le directeur de l'aéroport de Lyon, un ami personnel. Il est très curieux de savoir pourquoi son équipe de sécurité détient la fille d'un des plus gros partenaires de l'aéroport sans preuve. Le téléphone de Roche vibra frénétiquement, signalant l'ampleur de la crise qui s'abattait sur lui. Il tenta une dernière défense. « Nous suivions les procédures basées sur les rapports de l'équipage, monsieur. » Antoine répondit, glacial. « Je serai là dans 20 minutes par hélicoptère. Ma fille doit recevoir des soins médicaux immédiats pour ses blessures. Tous ses effets personnels doivent lui être rendus intacts. Elle doit être transférée au salon VIP avec toutes les commodités jusqu'à mon arrivée. Suis-je clair? » « Oui, monsieur. » Tout de suite, bredouilla Roche, faisant signe à Élise Moreau, l'officière qui avait soigné Sophie, de l'aider à se lever. Mais Antoine n'en avait pas fini. « Et monsieur Roche, chaque seconde de cet incident a été enregistrée, dans l'avion et dans votre centre de détention. Chaque faux rapport, chaque refus de soins, chaque violation des droits civils. N'essayez même pas de supprimer quoi que ce soit. Nos systèmes ont tout archivé. » L'attitude des agents changea instantanément. Ceux qui avaient brutalisé Sophie la traitaient désormais avec une prudence exagérée, l'escortant vers le salon VIP avec des excuses maladroites. Roche disparut, probablement pour tenter de limiter les dégâts à sa carrière. Élise, restée aux côtés de Sophie, murmura lorsqu'elles furent seules. « Je suis désolée, je savais que quelque chose n'allait pas. » Sophie, encore secouée, hocha la tête. Cette petite lueur d'humanité dans l'officière était un rare réconfort dans cette épreuve. Dans le salon VIP, Sophie s'assit près d'une baie vitrée, observant l'hélicoptère de son père atterrir sur le tarmac. Le personnel, désormais nerveux, lui offrait des boissons et des excuses qu'elle ignorait. Son esprit analytique, aiguisé par des années d'études en ingénierie, reconstituait les événements. La marque rouge sur son billet, les contrôles ciblés, l'accusation de vol. Tout cela était trop coordonné pour être un hasard. Elle n'était pas seulement victime de racisme individuel, elle était la cible d'un plan orchestré. Lorsque Antoine entra dans le salon, son calme maîtrisé masquait une fureur paternelle palpable. Sans un mot, il serra Sophie dans ses bras, examinant ses poignets bandés avec une tendresse qui contrastait avec la tempête dans ses yeux. « Une équipe médicale arrive », murmura-t-il, posant un baiser sur son front. Puis, se tournant vers le directeur de l'aéroport, un homme suant dans son costume impeccable, il demanda d'un ton faussement doux. « Où est Roche? Et où sont Camille Lefebvre et Marc Dupont? » Le directeur, visiblement dépassé, bégaya. « Roche prépare son rapport, monsieur Dubois. Je vous assure que nous prenons cela très au sérieux. » Antoine leva une main pour l'interrompre. « Ce que vous prenez au sérieux est évident, vu le traitement infligé à ma fille. Je veux Roche, Lefebvre et Dupont ici dans 5 minutes, avec tous les appareils qu'ils ont utilisés pour communiquer pendant cet incident. » Pendant qu'ils attendaient, une équipe médicale arriva pour traiter correctement les blessures de Sophie. Les téléphones du directeur et d'Antoine vibraient sans cesse, signalant une tempête médiatique. Les vidéos des passagers, montrant l'humiliation de Sophie, devenaient virales. « Justice pour Sophie » trônait déjà en tête des tendances sur les réseaux sociaux, relayées par des militants des droits civils et même des célébrités. Ce qui avait commencé comme une injustice isolée prenait l'ampleur d'un scandale national. Camille Lefebvre et Marc Dupont arrivèrent les premiers, leur assurance habituelle remplacée par une anxiété évidente. En voyant Antoine, ils blêmirent, comprenant soudain que Sophie était la fille du PDG discret d'Étoile Airlines. Derrière eux, Roche entra, tentant de maintenir une façade professionnelle qui masquait mal sa panique. « Monsieur, je peux expliquer », commença-t-il, mais Antoine leva à nouveau la main. « Mon équipe de sécurité m'informe que vous trois avez supprimé des données de vos téléphones ces 30 dernières minutes. »
dit-il, les observant avec une intensité glaciale. Camille tressaillit, sa main glissant instinctivement vers sa poche. Cela constitue une destruction de preuves, un délit fédéral étant donné que cet incident implique des violations des droits civils et du commerce inter-États. Antoine poursuivit, implacable. Heureusement, notre service informatique a récupéré tout ce qui a été transmis depuis vos appareils, y compris, mademoiselle Lefebvre, vos messages contenant des insultes raciales à l'encontre de ma fille et vos communications avec Charles Vargas avant le vol. Camille trembla visiblement. Monsieur Vargas est vice-président de la stratégie concurrentielle chez Ciel Azur, n'est-ce pas? Une coïncidence fascinante. Le téléphone du directeur sonna à nouveau et son expression s'assombrit. Monsieur Dubois, les vidéos de l'incident ont dépassé les 50 millions de vues. Le conseil d'administration de l'aéroport demande une réunion d'urgence avec vous. Antoine acquiesça légèrement. Dans un instant. D'abord, je dois régler la question immédiate. Se tournant vers les trois responsables, il déclara « Vous êtes tous suspendus immédiatement, en attente d'enquête criminelle et civile. Vos accréditations sont révoquées sur tous les systèmes d'Étoile Airlines. » Roche tenta une dernière défense. « Vous ne pouvez pas simplement. » Antoine l'interrompit, sa voix révélant enfin l'ampleur de sa colère. « Je peux et je le fais. L'aéroport de Lyon tire 60% de ses revenus des vols d'Étoile Airlines. Votre rôle dans la détention et les blessures infligées à une mineure sans motif, en ignorant les protocoles, est largement documenté. Préférez-vous que je poursuive cette conversation en présence des autorités fédérales? » Roche se tut, écrasé par la réalité de sa situation. Antoine se tourna vers Sophie, son expression s'adoucissant. « Sophie, nous devons t'emmener à ton entretien à Polytechnique. J'ai organisé un jet privé pour t'emmener directement à Paris. » Sophie hocha la tête, reconnaissante, mais son esprit était déjà ailleurs. Les pièces du puzzle s'assemblaient. « Ce n'était pas aléatoire, papa, » dit-elle, sa voix ferme malgré l'épuisement. « La marque sur mon billet, la coordination du personnel, la présence de Vargas, tout était planifié. » Antoine fronça les sourcils, son regard s'assombrissant. « Regarde ça !» dit-il, montrant une tablette avec une chronologie des communications. Camille Lefebvre a reçu des messages d'un numéro inconnu 30 minutes avant ton embarquement, t'identifiant spécifiquement. En examinant les données, une vérité troublante émergea. Plusieurs employés, de l'enregistrement à la sécurité, avaient reçu des instructions ciblant Sophie. Quelqu'un avec une connaissance approfondie des opérations aériennes avait orchestré son humiliation. Vargas encore, nota Sophie, repérant son nom dans une autre chaîne de communication. Mais pour qui travaille-t-il? Antoine afficha une photo d'un homme blanc aux cheveux argentés, vêtu d'un costume coûteux, le regard froid. Victor Beaumont, PDG de Ciel Azur, mon principal concurrent. Il s'oppose à toutes mes initiatives pour la diversité dans l'industrie et perd des parts de marché depuis que nous avons étendu nos routes vers des communautés sous-desservies. La colère de Sophie monta d'un cran. Ce n'était pas seulement une attaque personnelle, c'était une tentative de saboter la mission de son père et de discréditer Étoile Airlines auprès des voyageurs issus des minorités. Alors que le jet privé décollait pour Paris, Sophie et Antoine analysaient les preuves avec l'aide de leur équipe de sécurité à distance. Des experts en informatique traquaient les communications, des avocats préparaient des documents, et des analystes examinaient des incidents similaires. « Ce n'est pas un incident isolé, » dit Sophie, étudiant un diagramme complexe. « Ils savaient exactement qui j'étais. » Antoine acquiesça, la mâchoire serrée. « Ils t'ont ciblé précisément parce que tu es ma fille. Beaumont veut utiliser ce scandale pour torpiller notre annonce d'initiative de diversité la semaine prochaine. » La rage de Sophie bouillonnait. Ce n'était pas seulement son humiliation. C'était une attaque contre tout ce que son père avait construit, contre le droit des gens à être traités avec dignité, quelle que soit leur couleur de peau. Mais l'ennemi frappait vite.
Alors qu'ils planaient au-dessus des nuages, leurs téléphones vibrèrent avec une alerte médiatique. Un article titrait « La fille gâtée d'un PDG provoque un détournement de vol et crie à la discrimination ». La machine de relations publiques de Beaumont avait déjà commencé à déformer les faits, peignant Sophie comme une adolescente privilégiée ayant exigé un traitement spécial. Des témoins anonymes, prétendument présents sur le vol, décrivaient son comportement comme agressif et arrogant. Sophie parcourut les commentaires en ligne, où des internautes débattaient de son caractère sur la base de ses mensonges. Certains la défendaient, citant les vidéos virales, mais d'autres avalaient la narrative de Beaumont sans réfléchir. « Ils contrôlent le récit », observa Antoine, la voix lourde. « Et ils ont des contacts médiatiques que nous n'avons pas. » L'indignation de Sophie atteignit son paroxysme lorsqu'elle découvrit une nouvelle vidéo manipulée, diffusée par une chaîne d'information pro-Beaumont. Les images, soigneusement montées, omettaient sa coopération calme et mettaient en avant des moments sortis de contexte pour la faire passer pour rebelle. Pire encore, un passager, une femme d'une trentaine d'années nommée Valérie Simon, apparut dans une interview télévisée, affirmant avoir été terrifiée par le comportement de Sophie. Une vérification rapide du manifeste des passagers révéla que Valérie Simon n'était même pas à bord du vol 1824. La tromperie était éhontée, et pourtant, elle gagnait du terrain. « Comment ose-t-il » s'écria Sophie, sa voix tremblant de rage. « Ils inventent des témoins pour me détruire. » À ce moment, une nouvelle figure entra en scène. Élise Moreau, l'officière de sécurité qui avait montré de l'empathie, contacta l'équipe d'Antoine via un canal sécurisé. « Je ne peux plus rester silencieuse, » dit-elle, la voix tremblante mais résolue. « J'ai des enregistrements. » Élise révéla qu'elle avait secrètement documenté les agissements de Roche et Lefebvre depuis le début de l'incident. Dans une des bandes, Camille Lefebvre admettait avoir ciblé Sophie sur la base de sa race, suivant des instructions venues d'en haut. Un autre enregistrement capturait Roche ordonnant à son équipe de falsifier les rapports pour faire un exemple de Sophie. Le plus accablant était un échange téléphonique où Roche discutait avec un contact anonyme, probablement lié à Beaumont, confirmant que tout était en place pour gérer la fille du bois. Élise ajouta « Ils m'ont menacé de licenciement si je parlais. Ils ont dit que ma carrière serait finie, que je ne trouverais plus jamais de travail. » L'audace de cette conspiration fit bouillir le sang de Sophie. Non seulement ils l'avaient humiliée, blessée et diffamée, mais ils menaçaient maintenant ceux qui osaient dire la vérité. « Ils pensent qu'ils peuvent nous écraser, » murmura-t-elle, les poings serrés. « Ils pensent que personne ne les défiera. » Antoine posa une main sur son épaule. « Ils se trompent. Nous avons les preuves et nous avons Élise. Mais nous devons être stratégiques. Beaumont a des alliés puissants, peut-être même dans le système judiciaire. » Sophie hocha la tête, sa colère se transformant en une détermination froide. « Nous allons les poursuivre, pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui subissent ça, sans avoir les moyens de se défendre. » Alors que le jet approchait de Paris, une nouvelle alerte secoua leur téléphone. Ciel Azur venait d'annoncer une conférence de presse d'urgence, où Victor Beaumont, avec son air patricien et son costume sur mesure, exprimait son inquiétude face au traitement préférentiel accordé à Sophie en raison de ses liens familiaux. « Nous respectons les processus internes d'Étoile Airlines », déclara-t-il avec une sincérité feinte. « Mais il est troublant que les protocoles de sécurité soient contournés pour des raisons de népotisme. » La stratégie était claire. Beaumont renversait le récit, se positionnant comme le défenseur de l'équité tout en dépeignant Sophie comme une enfant gâtée. Des commentateurs payés inondaient les réseaux sociaux, posant des questions biaisées sur les privilèges de Sophie. Ils ont même engagé des hackers, ajouta Antoine, montrant une analyse de son équipe.
Ils diffusent des informations personnelles sur toi, ton école, tes horaires. La rage de Sophie explosa. Ils ne se contentent pas de mentir, ils veulent me faire taire, me faire peur. Elle pensa à toutes les autres victimes de discrimination, celles qui n'avaient ni ressources, ni voix pour se battre. Cette pensée raviva sa fureur. Nous ne pouvons pas les laisser gagner, papa. Pas cette fois. Antoine acquiesça, ses yeux brillants d'une détermination partagée. Nous allons porter plainte. Contre Beaumont, Ciel Azur, Lefebvre, Dupont, Roche et l'aéroport de Lyon. Nous avons les enregistrements d'Élise, les vidéos des passagers et nos propres données. Ils ne s'attendent pas à ce que nous ripostions aussi fort. Alors que le jet atterrissait à Paris, Sophie sentit une lueur d'espoir au milieu de sa colère. La vérité était de leur côté, mais la bataille ne faisait que commencer. Beaumont et ses alliés étaient prêts à tout pour protéger leur pouvoir, y compris manipuler les médias, corrompre les systèmes et intimider les témoins. Mais Sophie n'était plus seulement une victime. Elle était une combattante, prête à transformer sa douleur en une arme pour la justice. Et tandis que les lumières de Paris scintillaient au loin, elle savait que le prochain chapitre de cette lutte serait encore plus féroce. Le tribunal fédéral de Paris vibrait d'une tension palpable, comme si l'air lui-même était chargé de l'indignation accumulée. Sophie Dubois, désormais 17 ans et demi, se tenait droite aux côtés de son père, Antoine Dubois, face à un mur d'avocats représentant Victor Beaumont, PDG de Ciel Azur, et ses complices. Les flashs des caméras des journalistes percèrent la salle, capturant chaque expression, chaque geste. Sophie, vêtue d'un tailleur bleu marine soigneusement choisi, fixait Beaumont, dont le sourire suffisant trahissait une confiance arrogante. Ce n'était pas seulement un procès pour l'humiliation qu'elle avait subie sur le vol 1824 d'Étoile Airlines, ni pour les blessures physiques et émotionnelles infligées. C'était une bataille pour la vérité, pour toutes les voix réduites au silence par le racisme systémique et la corruption. Mais Beaumont, avec ses connexions politiques et son influence médiatique, semblait intouchable. Lorsque la juge initiale, Claire Beaumont, une cousine éloignée de Victor, un fait qu'elle avait omis de déclarer, rejeta les enregistrements d'Élise Moreau comme irrecevables. Sans explication, la rage de Sophie atteignit un paroxysme. Il ne cherchait pas seulement à la discréditer, il voulait l'effacer. Pourtant, au milieu de cette injustice écrasante, une vague de soutien public et des alliés inattendus allait renverser la donne, transformant la douleur de Sophie en un mouvement qui ébranlerait l'industrie aérienne et au-delà. La salle d'audience était un théâtre de pouvoir, où chaque mot était une arme. L'équipe juridique d'Antoine, dirigée par l'avocate redoutable Isabelle Laurent, présenta un dossier accablant. Les vidéos virales des passagers, les enregistrements d'Élise, les communications internes de Ciel Azur, et même les analyses numériques confirmant la manipulation des médias par Beaumont. Mais Claire Beaumont, avec une partialité à peine voilée, interrompait constamment Isabelle, contestant la validité des preuves sous des prétextes techniques absurdes. « Ces vidéos manquent de contexte », déclara-t-elle, ignorant les images claires de Sophie menottée et ensanglantée. Quant aux prétendus enregistrements, ils n'ont pas été authentifiés par une source indépendante. Sophie sentit son cœur se serrer. La juge ne se contentait pas de protéger Victor, elle sabotait activement leur cause. À l'extérieur du tribunal, des manifestants scandaient « Justice pour Sophie », leur voix étouffée par les murs épais, mais leur présence rappelait à Sophie qu'elle n'était pas seule. L'indignation monta encore lorsque l'avocat principal de Beaumont, un homme au costume coûteux nommé Philippe Garnier, lança une attaque personnelle contre Sophie. « Mademoiselle Dubois, dit-il avec un sourire narquois, n'est-ce pas vrai que vous avez utilisé l'influence de votre père pour intimider l'équipage et exiger un traitement spécial? » Sophie, contenant sa fureur, répondit d'une voix claire. « Non, monsieur. J'ai suivi les instructions de l'équipage, même lorsqu'elles violaient mes droits.
Les vidéos montrent que je suis resté calme malgré les insultes raciales et la violence physique. Écho. Garnier ricana, projetant une image agrandie d'un tweet falsifié attribué à Sophie, où elle semblait se vanter d'avoir manipulé l'incident pour la gloire. « Ce compte n'est pas le mien », protesta Sophie. Mais Garnier poursuivit, semant le doute. La juge Claire, au lieu d'intervenir, nota quelque chose avec un sourire satisfait. Sophie comprit alors que le système, corrompu par l'influence de Beaumont, était prêt à sacrifier la vérité pour protéger les puissants. Le coup suivant fut encore plus perfide. En pleine audience, Garnier présenta un nouveau témoin, un homme nommé Luc Moreau, aucun lien avec Élise, qui affirma avoir été sur le vol et avoir vu Sophie menacée physiquement, Camille Lefebvre. Le manifeste des passagers, déjà vérifié par l'équipe d'Antoine, prouvait que cet homme n'était pas à bord. Mais Claire Beaumont refusa de permettre un contre-interrogatoire approfondi, invoquant des contraintes de temps. La rage de Sophie bouillonnait. Il ne se contentait pas de mentir. Il fabriquait des preuves avec une audace éhontée. Antoine, assis à ses côtés, serra sa main sous la table, son visage impassible masquant une fureur paternelle. « Ils ne s'en sortiront pas comme ça », murmura-t-il. Mais la salle semblait se refermer sur eux, chaque décision de la juge renforçant l'impression que la justice était hors de portée. Hors du tribunal, la campagne de diffamation de Beaumont s'intensifiait. Une fuite orchestrée révéla des informations personnelles sur Sophie. Son adresse, son emploi du temps à l'Académie Saint-Éloi, même des photos de son casier scolaire piraté, diffusées par des comptes anonymes liés à Ciel Azur. Des messages de haine inondèrent ses réseaux sociaux, la traitant de menteuse et pire encore, avec des insultes raciales si violentes qu'elles la laissèrent tremblante. Une nuit, un colis anonyme arriva chez les Dubois, contenant une poupée décapitée tachée de peinture rouge, accompagnée d'une note. « Abandonne, ou pire suivra. » La police, sous pression de contact de Beaumont, classa l'incident comme une farce. Sophie, regardant la poupée mutilée, sentit une colère incandescente la consumer. Il ne voulait pas seulement gagner le procès. Il voulait la briser, elle et tous ceux qui osaient défier leur pouvoir. Mais Sophie n'était pas seule. Élise Moreau, l'officière de sécurité qui avait risqué sa carrière pour fournir les enregistrements, devint une alliée cruciale. Malgré les menaces de licenciement et les appels anonymes nocturnes la sommant de se taire, Élise contacta une organisation de défense des droits civils, Justice Égalité, qui mobilisa des avocats pro bono pour protéger ses preuves. Lors d'une audience clé, Élise prit la parole, sa voix tremblante mais résolue. « J'ai vu ce qu'ils ont fait à Sophie », déclara-t-elle, les yeux fixés sur la juge. J'ai entendu Camille Lefebvre dire qu'elle devait donner une leçon à Sophie à cause de sa couleur de peau. J'ai entendu Bernard Roche ordonner de falsifier les rapports, et j'ai des enregistrements pour le prouver. Lorsqu'elle tenta de soumettre une clé USB contenant des copies supplémentaires, Claire Beaumont la rejeta immédiatement, affirmant que la chaîne de custodie n'était pas garantie. La salle éclata en murmures indignés, et même certains journalistes, jusque-là neutres, commencèrent à remettre en question la partialité de la juge. L'indignation atteignit un nouveau sommet lorsque des preuves émergèrent que Claire Beaumont avait reçu des paiements indirects via une société écran liée à Ciel Azur. Justice Égalité, avec l'aide de hackers éthiques, traça les transactions jusqu'à un compte offshore contrôlé par un proche associé de Victor Beaumont. Cette révélation, publiée par un journal indépendant, força Claire à se récuser sous la pression publique. Une nouvelle juge, Amina Diallo, connue pour son impartialité, fut assignée. Sophie sentit une lueur d'espoir, mais la colère ne s'apaisait pas. Combien d'autres victimes, sans les ressources ou la visibilité de sa famille, avaient été écrasées par ce même système? Cette pensée la poussa à agir au-delà du tribunal. Avec l'aide d'Antoine,
elle lança la Fondation Dubois pour la justice, une organisation dédiée à soutenir les victimes de discrimination raciale, offrant des bourses juridiques et des campagnes de sensibilisation. La Fondation, annoncée lors d'une conférence de presse bondée, galvanisa le soutien public avec des dons affluents de citoyens ordinaires, touchés par l'histoire de Sophie. Mais Beaumont contre-attaqua avec une cruauté renouvelée. Lors d'une audience ultérieure, il produisit un rapport falsifié, prétendument signé par Élise, dans lequel elle confessait avoir fabriqué ces enregistrements pour de l'argent. Élise, en larmes, nia catégoriquement, mais l'équipe de Beaumont diffusa le document aux médias, semant le doute. Pire encore, ils offrirent à Élise un pot de vin de 5 millions d'euros pour retirer ses preuves, assorti d'une menace implicite. « Si vous refusez, nous détruirons votre vie et celle de votre famille. » Élise, terrifiée mais inflexible, rejeta l'offre, enregistrant secrètement la conversation. Lorsqu'elle présenta cet enregistrement à la juge Diallo, la salle retint son souffle. La voix d'un intermédiaire de Beaumont, claire et incriminante, détaillait le plan pour la faire taire. Cette fois, la juge Diallo accepta la preuve, ordonnant une enquête immédiate sur les tentatives de subornation. La marée tourna enfin. Les vidéos des passagers, désormais authentifiées par des experts indépendants, furent projetées en salle d'audience. Les images de Sophie, calme face aux insultes, puis menottée et traînée, suscitèrent des murmures d'indignation parmi les spectateurs. Les enregistrements d'Élise, corroborés par les métadonnées, révélèrent l'ampleur de la conspiration. Des instructions précises de Beaumont à Vargas pour cibler Sophie, des paiements à Camille Lefebvre et Bernard Roche, et même des tentatives de piratage des systèmes d'Étoile Airlines pour effacer les preuves. La juge Diallo, inflexible, ordonna l'arrestation immédiate de Lefebvre, Roche et Vargas pour parjure et falsification de preuves. Beaumont, jusque-là impassible, blêmit lorsque Diallo annonça que son rôle serait examiné dans une enquête criminelle séparée. Hors du tribunal, le scandale prit une ampleur internationale. Des compagnies aériennes concurrentes, craignant des boycotts, publièrent des déclarations condamnant la discrimination. Les actions de Ciel Azur chutèrent de 30% en une semaine, forçant Beaumont à démissionner sous la pression des actionnaires. Mais pour Sophie, la victoire n'était pas seulement dans la chute de Beaumont. Lors du verdict final, la juge Diallo prononça une décision historique. Non seulement les accusés furent condamnés à des peines de prison, mais Ciel Azur et l'aéroport de Lyon furent tenus de verser des dommages et intérêts records, une partie reversée à la Fondation Dubois pour la justice. Diallo conclut: « Ce tribunal reconnaît que l'injustice subie par Sophie Dubois n'est pas un incident isolé, mais le symptôme d'un système qui doit changer. » Sophie, désormais étudiante à l'école polytechnique, transforma sa colère en action. Lors d'une conférence aéronautique mondiale, elle présenta un prototype de moteur d'avion éco-énergétique, dédié aux « invisibles qui se battent pour être vus ». L'ovation debout qu'elle reçut résonna comme une réponse à ceux qui avaient tenté de la réduire au silence. La Fondation Dubois devint un phare pour les victimes de discrimination, finançant des poursuites contre des compagnies aériennes, des écoles et même des institutions gouvernementales. Élise, désormais employée par Étoile Airlines dans un poste de formation à la diversité, devint une amie proche, rappelant à Sophie que même dans les moments les plus sombres, il y avait des alliés prêts à risquer tout pour la justice. Mais la rage de Sophie ne s'éteignit jamais complètement. Chaque fois qu'elle lisait des histoires de discrimination, elle repensait aux menottes, aux insultes, aux mensonges. Cette colère alimentait sa détermination à changer le monde, un système à la fois. Alors qu'elle se tenait sur la scène de la conférence, regardant la foule applaudir, elle murmura à elle-même: « Pour tous ceux qu'ils ont essayé de briser. » Et dans son cœur, elle savait que ce n'était que le début. L'histoire de Sophie Dubois, une adolescente noire de 17 ans confrontée à une injustice flagrante sur un vol d'Étoile Airlines, est bien plus qu'un simple récit d'indignation.
C'est une plongée brutale dans les réalités du racisme systémique, de la corruption et du pouvoir, mais aussi une ode à la résilience, à la vérité et à la justice. En tant que Français, profondément attaché à l'idéal républicain de liberté, égalité, fraternité, cette histoire résonne avec une intensité particulière, nous confrontant à nos propres responsabilités face aux discriminations qui persistent dans notre société. À travers les 3 chapitres de ce drame, j'ai ressenti une colère brûlante, une admiration sans bornes et une détermination renouvelée à agir. Voici mes réflexions sur cette saga, les leçons qu'elle nous enseigne et comment nous pouvons les appliquer dans nos vies quotidiennes, suivies d'un appel à l'action pour amplifier ce message. Dès le premier chapitre, l'humiliation subie par Sophie, dégradée de la première classe, accusée de vol, menottée et traînée sous les regards accusateurs, m'a submergé d'une rage viscérale. En France, où nous célébrons l'égalité comme un pilier de notre identité, voir une jeune fille talentueuse, promise à un avenir brillant à l'école polytechnique, réduite à un stéréotype racial, est insupportable. Ce n'était pas seulement une injustice personnelle, c'était une attaque contre les valeurs que nous chérissons. Pourtant, la dignité de Sophie face à cette violence m'a inspiré une profonde admiration. Sa capacité à rester calme, à citer les règles de la compagnie et à exiger ses droits, même sous pression, est un modèle de force intérieure. Cette résilience m'a rappelé que, face à l'adversité, garder son sang-froid et sa clarté d'esprit peut être une arme puissante. Le deuxième chapitre, avec l'arrivée d'Antoine Dubois et la révélation d'une conspiration orchestrée par Victor Beaumont, a amplifié mon indignation. Découvrir que des employés, des médias et même des systèmes judiciaires pouvaient être manipulés pour protéger les puissants m'a fait réfléchir à la fragilité de la justice dans un monde où l'argent et l'influence prédominent. En France, nous avons une longue tradition de lutte contre les abus de pouvoir, des révolutions aux mouvements sociaux modernes. Pourtant, l'histoire de Sophie montre que ces combats restent d'actualité. L'intervention d'Élise Moreau, risquant sa carrière pour révéler la vérité, m'a touché par son courage. Cela m'a rappelé que, même dans un système corrompu, des individus ordinaires peuvent faire la différence en choisissant l'intégrité. Le troisième chapitre, culminant dans le triomphe de Sophie au tribunal et la création de la Fondation Dubois pour la justice, a transformé ma colère en espoir. La chute de Beaumont, la reconnaissance judiciaire de l'injustice systémique et l'impact durable de la Fondation m'ont montré que la justice, bien que lente et coûteuse, est possible lorsque la vérité est soutenue par une communauté. En tant que Français, nous sommes fiers de notre histoire de réforme sociale, mais ce chapitre m'a poussé à questionner notre complaisance. Combien de Sophie, sans les ressources d'un père influent, sont réduites au silence? Cette question m'a hanté, me poussant à examiner mes propres privilèges et responsabilités. Leçon à appliquer dans la vie quotidienne. 1. Ne pas rester silencieux. Face à l'injustice. Comme Élise, nous devons oser parler, même au prix de sacrifices personnels. Que ce soit en dénonçant une remarque raciste au travail ou en soutenant un collègue discriminé, chaque geste compte. En France, où le débat public est vif, nous pouvons utiliser nos voix pour amplifier les histoires de ceux qui sont marginalisés. 2. Cultiver la résilience et la connaissance. Sophie a puisé sa force dans son éducation et sa compréhension des règles. Nous devons nous armer de savoir, sur nos droits, sur les lois, sur les mécanismes de pouvoir, pour défendre nos convictions. Cela peut signifier lire, s'informer ou participer à des formations sur la diversité et l'inclusion. 3. Construire des alliances. La victoire de Sophie n'aurait pas été possible sans le soutien des passagers, d'Élise et des organisations comme Justice Égalité. Dans nos communautés, nous devons créer des réseaux solidaires, que ce soit à travers des associations, des collectifs ou simplement des conversations avec nos voisins.
En France, où l'individualisme peut parfois dominer, ces liens sont essentiels. 4. Transformer la colère en action. La rage de Sophie s'est muée en une fondation qui change des vies. Nous pouvons canaliser nos émotions en initiatives concrètes, faire du bénévolat, donner à des causes justes, ou même créer nos propres projets pour lutter contre les inégalités. En tant que Français, nous avons une tradition d'engagement civique que nous devons perpétuer. Application personnelle. Pour ma part, cette histoire m'a incité à réévaluer mes actions quotidiennes. J'ai décidé de m'impliquer davantage dans des associations locales qui luttent contre les discriminations, en offrant mon temps pour des ateliers éducatifs. J'ai également commencé à m'éduquer sur les biais inconscients, en lisant des ouvrages comme « Penser l'antiracisme » de Liliane Thuram, une figure française qui incarne cet engagement. Enfin, je m'efforce de confronter les microagressions dans mon entourage, même si cela crée des tensions, car le silence est complice. L'histoire de Sophie Dubois est un cri de ralliement, un rappel que la justice n'est pas un cadeau, mais une conquête. Elle nous enseigne que, face à l'injustice, la résilience, la vérité et la solidarité peuvent renverser même les systèmes les plus corrompus. En tant que Français, porteurs d'un héritage de lutte pour l'égalité, nous avons le devoir de transformer notre indignation en action concrète. Si cette histoire vous a ému, si vous croyez en un monde où chacun est respecté quelle que soit sa couleur de peau, alors agissez avec nous. Cliquez sur « J'aime » pour montrer votre soutien. Partagez cette vidéo pour toucher plus de cœurs et abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires qui changent le monde. Enfin, laissez un commentaire avec le mot « justice » pour rejoindre notre mouvement. Ensemble, faisons de la France un pays où liberté, égalité, fraternité n'est pas qu'un slogan, mais une réalité pour tous.